RCF. Croire aujourd'hui reçoit Philippe Mitton pour nous parler de la guerre 14-18. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire, c'est pour ça qu'on a fait appel à vous. Je vous demande d'abord, dans un premier temps, de nous rafraîchir un peu nos souvenirs, parce que l'école est loin. Le point de départ de la guerre, c'est quand même un événement très menu, très petit. Mais ce qui enclenche le système, c'est quand même un jeu d'alliance. Vous pouvez nous rafraîchir un peu les idées ? Oui, alors on a traditionnellement, effectivement, le lien qui existe dans nos têtes, dans notre mémoire. Voilà, l'attentat de Sarajevo, l'archiduc est assassiné, autrichien est assassiné. Bon. Et donc du coup, on a en tous les cas appris à l'école, effectivement, que cet événement avait déclenché, voilà, oui. la Première Guerre mondiale. On imagine bien que c'est plus complexe, puisque voilà, c'est un long travail du début du XXe siècle, puisque en gros depuis 1905, les tensions en Europe sont extrêmement fortes. Oui. Elles sont extrêmement violentes, dans des jeux d'alliance, dans des compétitions et des stratégies sur la colonisation, sur l'appropriation de territoire, et qui fait que cette guerre, de toute façon, elle était comme si elle était attendue en quelque sorte. Savoir quand est-ce qu'elle allait être déclenchée, ça c'est autre chose, mais entre 1905 et 1914, grosso modo, les tensions sont si fortes qu'à un moment donné, de toute façon, il était difficile de faire autrement que d'entrer dans un conflit. 1914, pourquoi ? Parce que les alliances sont faites. Les alliances sont faites. Les empires centraux, tous ceux qui sont configurés à un empire, que ce soit l'Autriche, l'Empire ottoman et bien sûr l'Allemagne. Et puis de l'autre, on voit bien un jeu d'alliance autour des pays démocratiques, la France, la Grande-Bretagne, et puis cette situation un tout petit peu particulière avec l'Italie, qui sera alliée sans l'être au départ. Donc en 14, on va dire que les conditions pour faire un conflit sont réunies, où chacune des forces en présence ont les moyens de faire la guerre. Et cet attentat de Sarajevo va être en fait, j'allais dire, le prétexte. L'étincelle, le prétexte d'un long processus de tensions très fortes et d'alliances établies en 1914. On a appelé cette guerre la Première Guerre mondiale. Bon, si c'est une première, ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui se crée dans cette guerre. Alors oui, c'est un conflit que l'on qualifie. Alors on lui donne deux qualificatifs en histoire en général. On dit que c'est la Première Guerre mondiale, bien, et puis aussi on dit que c'est la Première Guerre totale. Voilà. Donc il y a la question de la totalisation et de la question de la mondialisation. Dans le cadre de la mondialisation, c'est la première fois qu'il y a autant de pays en conflit. Ça ne veut pas dire que les conflits ont été généralisés sur l'ensemble de la surface de la Terre, mais les alliances font que le nombre de pays concernés est considérable et touche finalement l'ensemble des continents, puisque d'une manière ou d'une autre, la participation s'est faite à travers la participation de pays si divers et si différents sur des continents différents. Et elle est mondialisée dans ce sens-là. Elle le sera évidemment plus pour la seconde, mais la première met en tous les cas en avant et met en exergue une participation de l'ensemble des continents. Et puis, Total ? Et alors Total, c'est parce que c'est un conflit qui a engagé de tels moyens, tant militaires, économiques, et puis aussi pour les civils. On y reviendra, je pense, dans notre émission, oui, sur la place que les civils vont prendre, qui fait que tout le monde et tout a été concentré, pas forcément touché, mais concentré dans l'objectif de faire la guerre. Et que la totalisation, c'est l'ensemble des acteurs et des moyens confiés au profit du conflit pour faire cette guerre et dont va toucher la totalité des sociétés. D'accord. Bon, un siècle plus tard, puisque maintenant on va faire la commémoration, on sait que l'histoire s'est enrichie, si l'histoire peut s'enrichir, parce que avec le temps, on a relu des événements, on en a découvert d'autres, on commence à mettre en lumière, enfin depuis un moment déjà, des phases différentes quand même, des choses, parce que au sortir de la guerre, ce qui était mis en évidence, c'était les hauts faits, peut-être plus la joie de la victoire, entre guillemets, que la souffrance des soldats.
et que les histoires, peut-être les pages un peu plus sombres de l'histoire de cette guerre qui a quand même été très 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 meurtrière. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui de cette évolution historique ? Alors déjà, vous le dites à juste titre, c'est un conflit qui a été très meurtrier. C'est 18,318 millions de morts, un peu plus de 18 millions de morts. Donc là, c'est absolument considérable. Là aussi, la totalisation, guerre mondiale, totalisation, voilà. Et pas seulement des soldats. Et absolument, on est à peu près à 9,5 millions de soldats, et vous avez donc à peu près 9 millions de civils qui ont été touchés. Donc voilà typiquement le conflit du XXe siècle qui apparaît dans toute sa splendeur, quoi. Voilà. La deuxième chose, c'est dans cette évolution, c'est de considérer aussi que ce conflit mondial, il fait basculer le monde du 19e au 20e siècle. C'est-à-dire que c'est un conflit qui a une particularité, et on ne l'a pas compris sur le moment. Et ça va évoluer, puisque la lecture historique va permettre de faire cette lecture. C'est que les moyens utilisés par cette guerre sont à la fois des moyens qui sont du 19e siècle. On fait un conflit de masse, on envoie des millions de soldats, on s'entretue à la baïonnette et au couteau, voilà. Et en même temps que l'on fait cela, un peu comme Napoléon, on va dire, et en même temps que l'on fait cela, on utilise les moyens modernes. C'est-à-dire de la technicité, les chars apparaissent, les avions apparaissent, les types de bombes sont démultipliés en termes de puissance, etc. Les gaz. Voilà. Autrement dit, on va utiliser les moyens du XXe siècle en utilisant des stratégies du XIXe siècle. C'est pour ça qu'il y aura autant de morts. Voilà. Et donc ça nous fait comprendre, ça c'est très très important dans l'évolution du temps, ça nous fait comprendre que 1918 c'est l'entrée dans le XXe siècle. Voilà. La Première Guerre mondiale, c'est cette clé historique, cette rupture historique où on sort de ce très long 19e siècle, la Révolution française jusqu'à la Première Guerre, et qu'on entre dans le XXe siècle. Un XXe siècle qui va être totalisant, qui va être violent. Très violent. On va avoir la Première Guerre, la Seconde Guerre mondiale. On voit bien tout ce qui va s'enchaîner dans le XXe siècle. Alors évidemment, c'est très compliqué parce que en 1918, du coup, on est encore dans une lecture assez classique de l'histoire. Oui. C'est-à-dire une lecture où il y a des vainqueurs, des vaincus. Une lecture où, grosso modo, on a pu considérer que les alliances des pays démocratiques, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis qui vont arriver en 1917, la Russie qui avait participé mais qui a terminé, qui n'a pas terminé la guerre, mais n'empêche, elle était présente, étaient les vainqueurs des empires, voilà. Comme si on était dans une vision très classique, un peu dans une lecture napoléonienne. Waterloo, Austerlitz sont des batailles ou perdues ou vaincues en fonction du camp dans lequel on est. Et donc on va en faire une première lecture assez classique. Ça c'est un premier fait. Ce qui fait qu'en 1918 et dans les années 20, les populations vont et la République française, si je reste en France, la République française va utiliser finalement ce conflit comme en montrant son caractère victorieux. Mais il y a un homme qui a dit une phrase très importante, il s'appelle Clémenceau, au sortir du traité de Versailles, et il a dit une phrase extrêmement importante, parce qu'on entend bien. Il dit nous avons gagné la guerre, mais nous avons perdu la paix. Clémenceau avait une vision politique très fine, et il avait tout compris. Il avait tout compris que la Première Guerre mondiale était probablement pas à faire, on peut pas en faire une lecture classique d'un conflit que l'on aurait remporté face à des Allemands qui auraient perdu la guerre, mais de faire de ce conflit quelque chose d'autre, ou quelque chose s'est passé et qui n'est pas fini. Oui, d'ailleurs, les vaincus auront un tel désir de revanche qu'on va presque réenclencher. Et oui, parce que l'Allemagne n'a pas perdu la guerre. C'est bien ça toute la question. C'est que historiquement, l'Allemagne n'a pas perdu la guerre. Elle a arrêté le conflit. Alors, l'aurait-elle perdu ou gagné si on avait continué? Ça, c'est une autre question. On peut refaire l'histoire. Mais n'empêche qu'en 1918, au moment où le conflit s'arrête, l'Allemagne n'est pas militairement vaincue. Et c'est bien tout cela qui va poser problème. Oui, et donc, chaque camp va regarder le conflit dans une appréhension qui n'est pas tout à fait juste.
prenons les Français vont regarder ça comme une vraie victoire, voilà, et les Allemands comme une vraie victoire aussi, puisqu'ils ont évité la révolution. Donc chacun a regardé finalement le conflit à sa propre manière. Et du coup, on va entrer dans une espèce de mémoire de cette guerre, qui va être une mémoire qui va consister à de chaque côté finalement de la frontière du Rhin, on va commémorer la victoire. D'ailleurs, nous, on va le faire le 11 novembre 1918 à 11h. Bon, en fait, c'est plus compliqué que ça, c'est un symbole, tout simplement. Et puis, côté allemand, on va montrer que le régime politique démocratique de la République de Weimar est quelque chose qui va faire fonctionner l'Allemagne, et que donc, du coup, on en sort victorieux aussi. Donc, chacun va regarder la victoire. Et c'est beaucoup plus tard, évidemment, dans une relecture historique, où on va regarder les choses un peu différemment. Et on va s'apercevoir que des victoires, il y en a eu de part et d'autre, mais c'est aussi un conflit qui va être absolument dramatique, c'est que la paix est perdue. Et Clémenceau l'avait bien dit, on a perdu la paix, c'est-à-dire que la Première Guerre mondiale est une transition. C'est comme une sorte de passage, voilà. Et aujourd'hui, nous lisons cette histoire comme ce temps, voilà, la Première Guerre mondiale, comme étant un temps de transition vers un monde qui va accentuer en tous les cas les conflits. Puis alors il y a une deuxième chose aussi, c'est que c'est aussi un conflit où on va découvrir que c'était pas si simple. Le partage des lignes. Par exemple, que par exemple, on a beaucoup travaillé en histoire sur la question de la violence. Ce conflit a été extrêmement intéressant en études pour savoir comment, dans quel état d'esprit les soldats pouvaient combattre. Qu'est-ce qui faisait qu'à un moment donné, cette violence a été si extrême ? Et par exemple, alors pendant longtemps, on a pensé que les soldats étaient partis la fleur au fusil. Voilà. Je signale que c'est un tout petit groupe de soldats qui sont partis la fleur au fusil, puisqu'ils sont partis de la gare Saint-Lazare. Et c'est ce qui a permis à la propagande de dire que tous les soldats partaient la fleur au fusil. Les soldats de 1914 ne sont pas, ce sont des hommes exactement comme aujourd'hui ou comme avant. Je ne vois pas comment on part avec la fleur au fusil tout content d'aller faire la guerre. C'est pas comme ça que les choses se passent, quoi. Voilà. Simplement, il y a eu donc tout un phénomène de propagande qui a largement été utilisé, qui a conditionné les soldats dans la violence. Et puis aussi, on a beaucoup étudié la manière dont la violence s'est accrue, a augmenté. Et notamment par la barbarisation. Beaucoup d'études ont été faites pour montrer comment on devient barbare. Et on joue sur le barbarisme, puisque chaque camp est présenté comme un barbare. Mais tout en sachant au fond de soi-même que l'autre n'est pas si barbare que ça. On est quand même des Européens. Donc c'est une espèce de conflit intérieur qui est beaucoup plus complexe, voilà, et où il y a eu des systèmes de barbarie, et en même temps des fraternisations. Il y a eu des refus de la violence et en même temps d'extrême violence, quoi. Voilà. Ça, c'est tout l'homme, tout le plus profond de l'homme est ressorti là, à la fois dans sa capacité à être un vrai barbare et en même temps dans sa capacité à le refuser. À refuser. Nous sommes en 2014 et non plus en 1914. On a choisi donc l'hymne européen pour montrer à quel point maintenant on a changé d'époque. On a changé d'époque. Mais ce changement d'époque, eh bien, il s'est fait aussi à partir de cette guerre et puis de la suivante. Qu'est-ce qui a changé durablement dans notre société avec cette guerre ? Bon, il y a eu le retour des grands blessés.
Il y a eu la place des femmes. Il y a eu, pour les grands blessés, par exemple, c'est le début de la chirurgie réparatrice, qui est quand même aujourd'hui l'essor et même la création de cette chirurgie. Les femmes qui ont tellement dû assumer pendant le départ des hommes et qui, à leur retour, n'ont pas toujours laissé la place, qui ont souvent accueilli des gens blessés, qui sont restées veuves, très souvent à élever des enfants. Et donc il y a pas mal de changements. On sait bien que cette guerre, c'était pas seulement l'affaire des soldats. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore ressentir aujourd'hui de tout ça ? Alors voilà, vous disiez qu'il y a déjà des conséquences qui sont d'ordre en termes d'évolution, c'est incontestable. Vous avez parlé de la chirurgie, vous avez les moyens matériels aussi, la sophistication matérielle. La Première Guerre a été une espèce de grand vaste champ d'essai finalement d'un certain nombre de choses qui ont été poursuivies par la suite dans la recherche, etc. Donc on rentre dans la technicité de la Première Guerre mondiale. C'est ce fameux démarrage du XXe siècle. On entre bien dans ce XXe siècle où la technicisation, les technologies vont être au cœur même de toute stratégie finalement. Alors qui va se poursuivre dans la Seconde Guerre, la guerre froide, et aujourd'hui, on voit bien l'hyper-technicisation militaire, et qui va d'ailleurs transpirer bien sûr sur le monde civil. Ça, c'est le XXe siècle. Ça, c'est le XXe siècle. Donc là, grand changement. Deuxième grand changement, vous évoquiez la question plus de culture, de mentalité, par exemple. Alors vous avez parlé du rôle des femmes. Alors là, oui. Alors à double titre d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas se tromper. Il y a un premier aspect, c'est que les femmes ont joué un rôle considérable pendant la guerre, puisqu'elles ont tenu la société, avec les hommes qui étaient restés à l'arrière et qui ont tenu. Et du coup, la fin de la guerre va positionner la femme d'une manière, socialement, de manière tout autre. Elle est plus simplement celle qui est capable de rester au foyer à élever des enfants ou travailler dans les champs. Elle peut tenir la société. Donc la femme apparaît en 1918 en quelque sorte comme participante à part entière de la construction sociale. Voilà, ce qui va la placer dans le rapport homme-femme de manière tout à fait différente. Voilà. Mais il y a aussi un deuxième élément qui nous conditionne encore énormément aujourd'hui, c'est le caractère de l'indépendance. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que le retour des soldats en 1918 n'a pas été difficile uniquement par le fait d'avoir vécu des violences et de revenir à un temps de paix, et donc la transition entre violence et paix, ça a été très compliqué psychologiquement. Mais ce qui a été aussi très difficile, c'est que pour les gens qui étaient sur le front, à l'arrière, il ne se passait rien. C'est-à-dire qu'il y a eu une incompréhension d'une part de la France vis-à-vis d'une autre. Et particulièrement, d'une part, les hommes vis-à-vis des femmes. C'est que les femmes ne pouvaient pas imaginer ce qu'était le front, et les hommes ne pouvaient pas imaginer ce qu'était l'arrière. Et chacun regardant l'autre comme ayant subi quelque chose, certes, mais pas aussi violent, puisque de toute façon c'est une violence que l'on ne peut pas raconter. Donc beaucoup d'hommes qui sont rentrés ont été incapables de revivre en couple. Et beaucoup de femmes ont été incapables de continuer leur vie de couple. Voilà. Et du coup naît une espèce de rupture, de capacité par exemple, je pense à la place du divorce, de la séparation, qui a été profondément marquée par cette double France, si on reste en France, mais on va le voir dans d'autres pays, dans cette double France où on va avoir ceux qui reviennent du front, ceux qui étaient à l'arrière, qui ne se comprennent plus. C'est un pays qui ne se comprend plus. Et du coup, la question de l'indépendance des uns et des autres va devenir quelque chose d'extrêmement fort. Donc ça, il y a un changement social profond, dont aujourd'hui, on continue. Alors il y aura d'autres raisons, bien sûr, mais aujourd'hui, on continue à vivre de cela aussi. Ce regard d'indépendance possible. Les femmes peuvent tenir dans la société, peuvent avoir leur propre indépendance, et le monde homme-femme ne se comprenant plus tout à fait de la même manière. Nous ne sommes plus sur des relations, par exemple, de complémentarité. Les soldats qui revenaient du front et l'arrière ne sont pas revenus complémentaires. Ils étaient dans un monde presque d'opposition ou de confrontation. Et on voit bien que ça a changé le modèle familial, par exemple.
Voilà. Le modèle familial où les membres d'une famille peuvent être dans des formes de complémentarité de collective, on est dans une juxtaposition d'individus qui ont leur propre expérience. Et ça s'est traduit dans la société, ça, dans les mentalités. Donc ça a profondément changé notre société. Alors il y a un autre changement aussi, c'est que la place de l'Église, le regard qu'ont les gens sur l'Église va changer, surtout que en France, la guerre 14 démarre pas tellement loin d'un bouleversement du rapport État-Église. Alors ça, c'est incontestable. On a parlé de la fraternisation des tranchées. Les tranchées, voilà, la violence des tranchées a créé un type de relation sociale extrêmement fort. Alors on sort effectivement d'une relation entre la République et l'Église plutôt tendue, la loi de 1905, la séparation donc de l'Église et de l'État, bien sûr la loi sur la confiscation des biens. Bref, voilà, on voit bien qu'il y a eu dans ce début du XXe siècle une installation de la République qui s'est fait en partie, en tous les cas, de manière visible au moins, dans une tension très forte avec l'Église. Alors évidemment, 1914, c'est... Et la tension de l'Église était aussi dans la société. Complètement. Elle se ressentait... On prenait parti. On prenait parti, on était, c'était le temps de l'affirmation de la République, donc où on était pro-républicain, où on était anti, enfin, et du coup chacun se situant par rapport à l'autre, et du coup ceux qui étaient évidemment attaqués par la République étaient soit anti-républicains, et donc on prenait position pour ou contre, et l'Église en faisait partie. On était fortement en noir ou blanc, quoi. Absolument, absolument. Et alors on le voit aussi à travers l'école. Ceci dit, effectivement, le 1914, c'est un des changements majeurs, c'est que cette guerre, elle a complètement affirmé d'abord le rôle de la République, déjà. Elle montre d'ailleurs qu'en 1914, la République est totalement acceptée, ce qui n'était pas le cas avant. Donc ça, c'est le premier point. Donc ça veut dire qu'il y a une tendance profonde dans la vie politique française et dans la société française à une acceptation commune d'un mode de régime commun à chacun, qu'est la République. Puis la deuxième chose, du coup, tout le monde va faire la guerre. Et c'est là que vous allez retrouver cette forme d'union nationale dont on a parlé. Alors, j'en ferai pas une lecture propagandiste d'une union nationale. Bon, faudrait en dire des mots, mais on pourrait faire une émission là-dessus. Mais n'empêche qu'il y a fait une forme d'union nationale, par la fraternisation et par la condition même dans laquelle les uns et les autres sont, y compris les membres du clergé. Et les aumôniers militaires, par exemple, la place que les aumôniers militaires vont prendre dans le conflit, dans les tranchées, va considérablement modifier le rapport entre l'Église, la vision qu'on a de l'Église. Ils vont souffrir comme nous. Ils vont prendre la condition humaine qui est de la même condition que nous. Et que du coup, cette fracture qui était née au début du XXe siècle, qui en réalité date de plus longtemps, mais au moins du XXe siècle, cette fracture va se combler, les blessures vont se soigner par le partage même de la condition de la souffrance et de la condition de vie. Et alors, ce qui est vrai d'ailleurs de l'Église, il est vrai aussi pour d'autres types de relations ou d'autres types de réalités politiques et sociales. On le voit aussi dans les rapports sociaux, par exemple, entre la bourgeoisie, les ouvriers, etc. On voit le partage de la condition a été un changement profond de la manière dont on va vivre la relation avec des groupes sociaux différents, y compris avec l'Église. Et la place de Dieu? Quel changement avons-nous ressenti dans notre perception de Dieu? Parce que chacun partait à la guerre avec Dieu pour moi. Oui, alors c'était déjà la devise de l'armée allemande était déjà celle-là, effectivement. Alors voilà. Alors dans une Europe globalement chrétienne. Alors, je n'emploierai jamais ce terme parce que pour moi l'Europe n'a jamais été chrétienne historiquement, mais en tous les cas où l'influence ou la place du christianisme est fort, voilà, on va dire ça comme ça. Voilà. Il n'y a jamais eu d'Europe chrétienne de tout temps. Voilà, il faut relire Jean Bobéro ou d'autres historiens qui ont vraiment été clairs là-dessus. Mais en tous les cas, une place fondamentale d'une dimension chrétienne de la culture, de ses agirs, etc. Enfin,
Alors ça, c'est clair que là, il y a par contre quelque chose de très particulier pour la Première Guerre mondiale. C'est que une des grandes questions, c'est dans une violence aussi extrême, où est Dieu ? Et elle ne sera pas comblée, et on n'y répondra pas tout de suite, puisqu'il faudra encore attendre avec la Seconde Guerre mondiale, qui sera encore bien pire, cette question de la place de Dieu. Où es-tu ? Voilà. Et déjà dans les tranchées, alors il faut là s'intéresser à l'art. Beaucoup d'artistes vont peindre cette non pas l'absence de Dieu, cette interrogation. Voilà, la vraie question. Voilà. Où est Dieu dans un type de violence comme celui-là ? Et du coup, cette ambiguïté permanente entre une absence de Dieu et une vraie réalité de place de Dieu. On voit très bien, par exemple, de nombreux artistes contemporains poser la question Dieu est absent. Il est mort d'ailleurs, même il meurt dans les tranchées. Je veux dire, voilà. Mais cette mort, c'est aussi une présence de Dieu, c'est que Dieu souffre avec l'humanité, de ce que l'humanité est capable de faire. Il ne faut pas en faire une lecture de l'absence et j'allais dire de l'athéisme. Il y a beaucoup de religiosité dans le questionnement et beaucoup de questions autour de Dieu. Et la Première Guerre mondiale va oser, en tous les cas, poser la question de l'athéisme, non pas uniquement dans une question d'une absence totale de Dieu, mais d'un questionnement de Dieu. De l'athéisme à l'agnosticisme peut-être, et puis aussi une théologie du questionnement. Où est-il ? Où es-tu ? Et ça nous interroge. Et en se posant la question, on pose la question de la réalité de la place de Dieu. Et ça, on le voit à travers des écrivains, des tableaux, où Dieu est toujours présent. On repasse de Dieu tout-puissant à Dieu impuissant. Absolument. Absolument. Je pense à ce tableau d'un peintre allemand là qui met en plein champ de bataille un arbre déchiqueté par une bombe et les lambeaux des vêtements des soldats qui sont dans cette tranchée sont en fait les lambeaux du Christ lui-même, et l'arbre prend l'arbre de la croix qui elle-même est détruite. C'est qu'on tue Dieu. On va rester sur cette parole. Philippe, merci de nous avoir un peu éclairés sur cette période de notre histoire qui nous permettra de commémorer autrement. Merci. Merci.